Ici, dans la région de Washington, sur Capitol Hill, les sénateurs démocrates Bernie Sanders et Chris Van Hollen essaient en fait de bloquer un projet de loi qui fusionnerait, en pratique, l'armée américaine avec l'armée israélienne. Une armée que la Cour internationale de justice, et dans une certaine mesure la Cour pénale internationale, ont accusée de crimes de guerre graves et de génocide dans la bande de Gaza. Ce texte permettrait à Israël d'accéder au système d'armement américain ainsi qu'aux technologies de calcul quantique. Et, pour le dire le plus simplement possible, il établirait un cadre visant à intégrer les technologies développées en Israël dans la production américaine et dans tout le processus d'acquisition. Il serait impossible de séparer les deux armées si ce projet de loi était adopté, la section 224 du NDAA, et cela s'appliquerait à tous les domaines militaires, les systèmes autonomes, l'intelligence artificielle, le cyber, la biotechnologie, la défense antimissile, tout le secteur de la défense. La base industrielle serait infiltrée et fusionnerait avec celle d'Israël. À mon sens, cela pose les bases d'un coup d'État militaire. Et ceux qui voteraient pour ce texte commettraient un acte de trahison. Je voulais donc attirer l'attention sur ce projet de loi qui ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Et j'ai pensé que la personne la plus indiquée pour en parler, la plus claire et la plus éloquente, c'est mon bon ami, l'ancien représentant américain et candidat à la présidence, le démocrate Dennis Kucinich. Dennis, bienvenue dans The Grey Zone. Bienvenue chez vous. Merci. Je suis content d'être avec vous. Vous avez évoqué certaines des inquiétudes à propos de cette fusion prévue. Le texte du projet de loi, qui correspond maintenant à l'article 219, parce que d'autres éléments du texte initial ont été abandonnés, eh bien, cet article 219 crée cette intégration, qui est en réalité une fusion, puisqu'elle supprime les doublons. Réfléchissez à ça. Une fusion d'entreprises classique, ça élimine les redondances, ça intègre les fonctions et ça génère un bénéfice. Dans ce cas précis, c'est Israël qui risque d'en tirer profit en pouvant exercer une influence directe sur ce qui deviendra malheureusement un budget annuel d'1,5 billion de dollars dans la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027 qui est actuellement devant le Congrès. Comme vous le soulignez, ce sujet n'a pas reçu beaucoup d'attention. Pourtant, ce soir, si j'ai bien compris, le Sénat a tenté de clore le débat sur la loi de financement de la défense, mais il n'a pas réussi. Donc le bras de fer continue, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre, pour savoir si l'une ou l'autre version du texte sera finalement soumise au vote. Ce qu'ils essaient de faire en réalité, c'est une fusion qui prépare le terrain pour des guerres sans fin. Et nous savons, et vous le savez sans doute mieux que la plupart des gens, à quel point cette coopération est déjà très poussée, très toxique et meurtrière. Mais là, on parle d'une fusion qui touche à nos domaines les plus sensibles. Les guerres sans fin incluent aussi celles du futur, qui seront encore plus technologiques. Quand on met ensemble Israël et les États-Unis dans des guerres de plus en plus high-tech, l'un des résultats, c'est le génocide. Vous savez, il y a un vrai risque juridique pour les responsables américains, parce que ce dont on parle ici, c'est d'une implication directe dans un génocide, une implication directe dans un nettoyage ethnique, une implication directe dans le vol de terre. Et vous voyez, il n'y a jamais eu de véritable examen public de tout ça. Aucun débat public séparé. Aucune audition. Ils ont simplement fait passer cette chose comme un moyen de créer cette union, dont d'ailleurs l'auteur principal était Benjamin Netanyahou. Ah bon? Eh bien, par l'intermédiaire de Tom Cotton, qui est l'un des plus grands instruments du lobby israélien, et j'entends ton chien protester. Voici chien de la paix, juste ici.
Alors, pendant qu'on parle avec Denis Kucinich de la section 219, il est en train de sortir ses chiens et de se réinstaller. Denis était, je crois, récemment chez Tucker pour en discuter, et il a publié un excellent article sur le site de Bob Scheer, ScheerPost, où il détaille les dangers de ce projet de loi. Je crois qu'il est de retour. Donc oui, comme tu le disais, en gros, Benjamin Netanyahou a rédigé ce texte. Et franchement, le moment choisi en dit long. Il arrive à un moment où les relations entre les États-Unis et Israël sont en train de changer parce que l'opinion publique américaine, dans l'ensemble, en a fini avec Israël. Il ne reste qu'un seul groupe qui continue de le soutenir. Les plus de 50 ans, les boomers de Fox, au sein du Parti républicain. Tous les autres s'en détournent. Donc, ce que ce texte ferait, on peut dire, c'est renforcer encore plus cette fameuse relation spéciale que près de 400 milliards de dollars d'aide versés par les États-Unis à Israël depuis 1948. Est-ce que c'est vraiment ça, le but? Empêcher les États-Unis de se détacher un jour de cet attachement passionné à Israël. Absolument. Vous savez, concrètement, ça permet à Israël de reconstituer ses stocks d'armes sous la couverture des États-Unis, d'accord? Et ça réduit ses coûts d'opération pour une guerre qui s'annonce longue. Vous l'avez dit dans l'introduction, le conflit régional prend de plus en plus l'ampleur d'une véritable guerre régionale. Oui. Si on regarde certaines déclarations récentes de responsables israéliens, on voit qu'ils commencent même à évaluer la Turquie comme un acteur à part entière. Il y a des tensions autour des territoires en Syrie, chacun ayant ses propres ambitions sur une partie de cette zone. Et puis, vous savez, il y a cette paix froide, si on peut dire, entre Israël et l'Égypte. La péninsule du Sinaï reste un enjeu permanent, une question sensible, aussi bien pour l'Égypte que pour Israël. Je pense que cette proposition, en réalité, c'est un schéma pour une escalade. On va avoir plus de guerres. Si ça passe, c'est certain que la guerre en Iran va continuer, parce que Netanyahou et son entourage considèrent ça comme un élément clé de leur campagne électorale, juste pour que ça dure. Et à mon avis, on ne va pas seulement assister à la poursuite de la guerre en Iran, mais aussi, très probablement, à des escalades au Liban, à plus de nettoyage ethnique, et à une implication accrue des colons et de l'armée israélienne. Cette décision ouvre la porte à ce qui est déjà un cauchemar, et elle cède ici une alliance sanglante qui restera à jamais une tache sur l'Amérique. Et franchement, Max, c'est une question de souveraineté. Je pense que c'est un coup porté à la souveraineté américaine. Et il y a un dernier point que je veux souligner. Les gens à droite qui pourraient être favorables à tout ça, eh bien qu'ils n'oublient pas une chose. Israël a déjà transféré notre technologie vers la Chine. Alors de quoi parle-t-on exactement? Oublions un instant l'affaire de l'USS Liberty. Oublions ce qui s'est passé à l'ambassade au Liban, avec les soldats tués en Israël. Israël avait été prévenu à l'avance, et la liste continue. Et c'est avec ce pays-là qu'on veut être partenaire. On ne devrait avoir aucun partenaire. Notre souveraineté repose sur des intérêts permanents, pas forcément sur des amis permanents. Israël est donc l'un des pays les plus répressifs de la planète. Il contrôle une population occupée qui, entre le fleuve et la mer, forme la majorité. Et il teste ses armes sur cette population avant de les exporter en les présentant comme testées sur le terrain. Cela inclut aussi ses technologies de surveillance. L'unité WIM 200 d'Israël a profondément infiltré la Silicon Valley avec des centaines et des centaines d'anciens membres. Elle a même pénétré les médias américains à travers la figure de Barak Ravid chez Axios. L'infiltration est déjà très profonde, mais là, on atteindrait un nouveau niveau d'ingérence israélienne.
Et la question c'est, sous une administration comme celle de Trump, qui vise la gauche et ses adversaires politiques avec une répression sans précédent, est-ce que ça permettrait au gouvernement américain d'utiliser cette technologie israélienne de surveillance, cette technologie de mort, contre des ennemis politiques à l'intérieur du pays? Je pense que ça ouvre la porte à tout ça, parce qu'on n'intègre pas seulement des capacités offensives, on importe aussi des valeurs. Quand on regarde le fait que certaines autorités de l'ICE ont été formées par les forces de défense israéliennes et qu'il y a même eu des formations pour des policiers locaux, des agents qui sont allés en Israël pour se former, ça pose question. Et si on commence à fusionner ces technologies, prenons un exemple, les drones. Ces drones pourraient être utilisés dans le maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Des drones armés. On voit déjà l'ICI devenir une force meurtrière dans les rues américaines. Et si on se dirige vers une police par drone, sachant que ces appareils sont omniprésents à Gaza et en Cisjordanie, et qu'ils le deviennent aussi au Liban, qu'est-ce qui nous dit que, si ce sont nos partenaires, ça ne finira pas par arriver ici? On perd un peu le contrôle de certains principes fondamentaux ici. Et les droits constitutionnels. Les principes constitutionnels, Max, ce ne sont pas seulement, tu sais, les articles individuels qu'on connaît. Il y a aussi des éléments précis sur le rôle du commandant en chef, qui doit pouvoir exercer son autorité sur les forces armées en temps de guerre. Mais ces membres des forces armées prêtent serment de défendre la Constitution des États-Unis. Israël, lui, n'a même pas de constitution, seulement des lois fondamentales. Ils ne vont pas défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique. Ce qu'on voit là, c'est vraiment une tentative d'introduire en douce des intérêts qui finiraient par supplanter le mode de vie américain. Je veux dire, on a déjà nos propres problèmes, c'est sûr. Et je n'aime pas nos politiques au Moyen-Orient. J'ai passé toute ma carrière au Congrès à les contester, presque au quotidien. Mais cette proposition, dans la section 219, met les États-Unis et le gouvernement israélien ensemble dans un effort offensif commun. Elle renforce l'endurance des armements, la profondeur du renseignement et augmente la capacité de ciblage par intelligence artificielle. Les États-Unis offrent une couverture à Israël dans ce qu'il fait. Il y a là une forme de dissuasion diplomatique. Et les États-Unis, tu as utilisé le mot tout à l'heure, se retrouvent complètement liés à la politique israélienne. Leurs ennemis deviennent encore plus nos ennemis et l'Amérique devient une cible plus grande. Rien, absolument rien, n'est juste dans tout ça. Tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand j'étais gamin, toi, tu es un peu plus jeune, je regardais les bandes dessinées et il y avait parfois une image avec la phrase « Trouvez 10 erreurs dans ce dessin ». Eh bien là, on pourrait en trouver 100, 1000 des erreurs dans cette image. Oui. 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 Eh bien, une autre chose serait de s'approprier le pouvoir du Congrès en matière de guerre. Exactement. Parce qu'en ce moment, le Congrès, en se concentrant sur les pouvoirs de guerre, la War Powers Act à elle seule, n'a pas réussi, soyons honnêtes. Si on veut arrêter une guerre, il faut couper les financements. Point final. C'est comme ça qu'on met fin aux guerres. La Cour suprême l'a d'ailleurs compris dans certaines de ses décisions. J'ai poursuivi 3 présidents différents sur des questions liées au pouvoir de guerre. Et au bout du compte, la conclusion est la même. Il faut couper les fonds. Si Israël s'intègre dans le gouvernement et devient un partenaire du département de la guerre des États-Unis, alors on n'en sortira jamais. Le Congrès n'aura même plus la possibilité de reprendre la main sur les politiques, parce qu'une fois que cette mesure passera, l'idée même de contrôle deviendra obsolète. Tout là-dedans est opaque. DARPA, opaque. La cyberguerre, opaque. Le renseignement, opaque. Le développement stratégique, opaque. Donc au fond, c'est plus un piège stratégique qu'autre chose.
Oui, oui. Ça rend pratiquement impossible pour le Congrès, ou même pour les citoyens américains, de savoir ce que fait l'armée. Il y a aussi une autre partie sur l'intégration du renseignement, où les États-Unis sont obligés de partager un niveau inédit d'information avec un pays, Israël, qui espionne les États-Unis à un rythme lui aussi sans précédent. D'après de hauts responsables américains de l'administration Trump, Israël viserait cette administration parce qu'il craint qu'elle se retire de la guerre contre l'Iran. Cet espionnage atteint des niveaux critiques. En gros, on remet simplement nos données de sécurité nationale. Eh bien, dans ce cas, ils n'auront même plus besoin de le voler, non? Il suffit de le donner. Franchement, quelle perte de temps. Quelle drôle de façon de soigner l'espionnage et la kleptomanie. Donc vous voyez, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on devrait défendre. Mais si on va plus loin, si on parle vraiment des droits humains, de morale, d'éthique, je sais, ce sont des notions qui paraissent appartenir à une autre époque. Pourtant, la réalité, c'est que les États-Unis doivent commencer à s'occuper des violations du droit, du génocide à ciel ouvert, et de cette attitude selon laquelle, au fond, tout ça n'a plus d'importance, du côté de l'armée israélienne, du gouvernement israélien. Et malheureusement, une grande partie du public israélien soutient tout cela. On ne peut pas tuer des gens partout au Moyen-Orient sans que ça finisse par nous revenir. Ça reviendra en Amérique. Cette idée que c'est là-bas et que ici c'est différent, non, pas du tout. Ça finira par toucher la vie de chaque personne aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Et c'est encore une raison de plus pour laquelle il faut arrêter ça et se poser de vraies questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, sans même un vrai débat public? On a juste glissé ça dans un projet de loi en douce et tout le monde fait comme si tout allait bien. L'autre jour, Netanyahou était dans l'émission Meet the Press en train de vanter les mérites de cette loi, en expliquant à quel point elle serait formidable pour Israël et pour les États-Unis. Il a en gros reconnu que c'est impopulaire, mais qu'il faut quand même l'imposer de force au peuple américain, simplement parce que c'est censé servir le bien commun. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ratent en s'intégrant à une armée génocidaire, en guerre permanente, qui mène 8 fronts à la fois. Et selon les propres mots de Netanyahou, le 8e front, c'est les États-Unis. On doit donc être soit endoctriné, soit criminalisé et censuré, jusqu'à se soumettre. Alors, où en est le projet de loi, avec Sanders et Rand Paul qui travaillent à obtenir la clôture du débat? Oui, pour l'instant c'est lié. Au Sénat, c'est rattaché à un vote de clôture et à la Chambre à une règle qui doit être adoptée sans que le Save America Act y soit ajouté. La raison pour laquelle ça a échoué au dernier vote, c'est qu'il n'y a jamais eu de vote séparé sur la section 219. L'administration et les dirigeants du Congrès ont veillé à ce que ça n'arrive pas. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas mettre les élus en première ligne et les forcer à voter sur quelque chose qui pourrait être perçu, disons, comme un acte de trahison envers les États-Unis d'Amérique. Alors, ils préfèrent l'intégrer dans le projet de loi. Et que ce soit à la Chambre ou au Sénat, ils n'en sont pas encore là. Et ce n'est pas sûr. On ne sait pas. Ils n'y arriveront peut-être jamais. Vous savez, ça pourrait bien être repoussé après la pause parlementaire. Et comme tu le sais, Max, plus on approche d'une élection, plus les responsables politiques deviennent prudents, voire frileux. Et c'est pas seulement sur ce « mais sur beaucoup d'autres, dont on n'entend même pas parler. Les gens vont dire « je sais pas, attendons après les élections ». C'est de là que vient la pression en ce moment. Et je pense que le public, tous ceux qui s'inquiètent de cette question, et tout le monde devrait s'en inquiéter, parce que ça porte atteinte à notre souveraineté et à notre capacité de décider de ce qui est le mieux pour l'Amérique, pas pour un autre pays.
Eh bien, appelez votre représentant au Congrès, votre sénateur, et dites-lui simplement « Votez contre le NDAA ». Votez contre l'ensemble du texte, s'il contient cette disposition, parce que cette disposition affaiblit notre pays. Et d'ailleurs, Max, il y a déjà de très bonnes raisons de voter contre la NDAA en elle-même. Un budget de 1,5 milliard de dollars par an, soit une augmentation de 66% et 2/3 par rapport à la loi de 2006. Et aujourd'hui, 80% de nos dépenses intérieures vont à la guerre. On est en train de devenir un camp retranché. Et en plus, on va s'associer avec un partenaire spécialisé dans le génocide. Franchement, quel marché pour les Américains à l'occasion du 250e anniversaire de notre République. Incroyable. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut une réaction, partout dans le pays. Les gens doivent comprendre que la nation est en danger. Et ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Ce n'est pas que le ciel nous tombe sur la tête, c'est qu'il se rapproche de nous. Je n'aurais pas pu mieux dire. Passez un coup de fil. Faites tout ce que vous pouvez pour mettre la pression sur votre élu. On ira peut-être demain au Capitole pour poser quelques questions et peut-être qu'on passera devant la maison de Lindsey Graham. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'y aura pas autant de gens en deuil que ce que j'ai vu à Téhéran pour leurs dirigeants. J'aimerais vous poser rapidement une ou deux questions politiques sur l'avenir qui nous attend ici. Puisque vous avez été candidat à la présidence, maire, membre de la Chambre des représentants, et que vous faisiez partie du Parti démocrate. Vous étiez sans doute l'un des derniers démocrates que j'aurais pu peut-être soutenir. Que pensez-vous de Ro Khanna et même de Rahm Emanuel, qui a perdu une partie de son doigt dans un accident de cuisine en Israël alors qu'il faisait du bénévolat avec l'armée israélienne, qui adopte aujourd'hui une position beaucoup plus dure envers Israël et appelle à une sorte de réorientation de la relation entre les États-Unis et Israël. Est-ce que cela annonce un véritable changement de politique au sein du Parti démocrate? Ou bien essaie-t-il simplement de masquer la contradiction entre, d'un côté, la base du Parti démocrate, un électorat qui veut de vraies sanctions contre Israël, un véritable embargo sur les armes, et de l'autre, une direction qui reste sous l'influence de la classe des donateurs, y compris l'AIPAC. Beginningsavi, there's this step in strands you bro spore. Oui, ils sont clairement différents. J'ai travaillé avec Rahm Emanuel. Je pense que je le comprends très bien. C'est l'un des politiciens les plus habiles que j'ai jamais rencontrés. Il est vraiment malin, mais ce n'est pas forcément un compliment. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait lire une salle mieux que la plupart des gens. Il a très bien réussi à aider et à orienter Clinton et d'autres à l'époque. Il a un vrai instinct politique, il sent dans quelle direction ça va. Mais vous savez, il y a cette question de son passé, et du fait qu'il devra défendre ses positions d'avant. Et franchement, je pense que ce serait un peu difficile pour lui, vu la direction que prend le Parti démocrate ces derniers temps. Ro Khanna est encore assez nouveau dans tout ça, et en ce moment, il est, disons, attaqué sur sa gauche sur la question de savoir si tout ça n'est pas simplement une forme de sionisme libéral. Mais je pense que c'est important qu'il se soit associé à Tom Massie, parce que ça donne à l'initiative de Massie une apparence d'effort bipartisan. Massie, c'est vraiment un politicien à part, peut-être même unique dans sa génération, parce qu'il n'est acheté par personne, il ne se laisse diriger par personne, et il a affronté de front les intérêts dont on parle ici. Alors, où est-ce que tout ça va mener, à mon avis? Écoutez, Rahm Emanuel a les connexions et la compréhension nécessaires pour être un candidat sérieux. Mais je ne sais pas, vu son passé,
jusqu'où il pourra vraiment aller. Oui. Et que pensez-vous de ces projets? Enfin, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de projet, mais de ces discussions menées par Tucker Carlson et d'autres autour d'un éventuel troisième parti. L'idée serait de rassembler des électeurs républicains et démocrates qui en ont assez d'être, disons, dominés par Israël, et de voir l'armée américaine se fondre avec celle d'Israël. Des gens aussi qui s'opposent à l'expansion massive des centres de données. Il y a beaucoup d'autres points de vue, au-delà des clivages partisans, qui pourraient être défendus dans un tel parti. Il y aurait même la possibilité de réunir des figures comme Tom Massey, Marjorie Taylor Greene et même Ro Khanna, qui a montré une certaine sympathie pour cette idée. Est-ce que vous participeriez à une initiative de ce genre lors de l'élection de 2024? Écoutez, vous savez, vous vous souvenez qu'il y a seulement quelques années, je me suis présenté au Congrès comme candidat indépendant. J'aurais peut-être eu une chance d'être élu en tant que démocrate. Mais je pense que ce système bipartite doit être remis en question parce qu'il est devenu une sorte de duopole où des groupes d'intérêt achètent les deux partis et où au fond, il n'y a plus vraiment de différence entre eux. Je crois que Tucker Carlson a lancé une conversation nationale qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps et qu'il l'a fait avec intégrité. Parfois, c'est la question elle-même qui peut sauver le pays. Parfois, les gens se contentent de demander pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et c'est comme ça que le débat commence. Et lui, il a contribué à construire ce débat. Alors, est-ce qu'il y aura un autre parti politique? Je ne sais pas. Mais regardez, ce qui se passe à gauche comme à droite, c'est que les gens commencent à voir qu'il y a ici un intérêt commun sur la Constitution américaine, sur la liberté d'expression, sur le droit d'être protégé contre les fouilles et les saisies abusives, vous en savez un peu quelque chose ces derniers temps, et sur l'égalité devant la loi. Je pense donc qu'on voit les gens comprendre que ces principes auxquels nous croyons, ceux qui définissent l'Amérique, sont aujourd'hui menacés. Et ce n'est plus une question de démocrates ou de républicains. Il y a quelque chose de plus grand, lié à la mythologie de l'Amérique, à l'Amérique qu'on veut voir se réaliser, qu'on pense possible. Mais on ne peut pas y arriver en restant enfermé dans une posture partisane, d'un côté ou de l'autre. Je pense que la polarisation qui a marqué notre vie politique depuis plus d'une décennie commence à évoluer. On voit se tisser des alliances, des intérêts communs qui dépassent les lignes partisanes et qui pourraient donner naissance à un mouvement indépendant. Pas forcément un parti, mais un mouvement. Les figures de ce mouvement pourraient d'ailleurs venir de certains des noms que vous avez mentionnés. Donc je dirais qu'il faut garder un œil là-dessus, parce qu'on pourrait voir non seulement des défis importants à l'intérieur des partis, mais aussi, si ces défis échouent à renverser les intérêts bien installés, un mouvement qui entre puis qui sort du système. Et l'année 2028 pourrait bien être l'une des plus instables sur le plan électoral depuis 1968. En matière de politique partisane, les machines politiques pourraient être plus vulnérables qu'elles ne l'étaient à l'époque où Ross Perot est arrivé sur la scène, en faisant de l'économie et du commerce son grand sujet. Alors oui, je veux dire, est-ce que j'ai de l'espoir qu'on puisse s'en sortir? Oui, mais il y a quand même cette question, celle d'arrêter l'escalade de ces guerres. Si cette administration continue de larguer des bombes sur ou autour des installations nucléaires en Iran, et je ne parle pas d'armes nucléaires, mais bien de centrales électriques, eh bien, ils en ont déjà largué une près de Boucher. S'ils continuent comme ça, ils risquent de déclencher quelque chose qui pourrait devenir incontrôlable très vite. On n'a aucune garantie de sécurité ici, dans notre propre pays,
si on continue à participer à la mort et à la destruction qu'on répand au Moyen-Orient et dans toute la région. Donc, il faut que notre politique rattrape la réalité et qu'on en finisse avec cette idée qu'on peut atteindre la paix par la guerre. Vous savez, il faut qu'on adopte une politique de force par la paix et qu'on arrête avec cette idée de paix par la force. Il faut comprendre que l'Amérique ne peut plus faire semblant d'être le champion et le roi d'un monde unipolaire. Le monde est devenu clairement multipolaire, et ça se voit surtout sur le plan économique. Notre situation économique est très fragile en ce moment. La valeur de nos obligations s'affaiblit, certains se débarrassent du dollar, et le yuan commence à devenir la monnaie de référence pour le commerce de l'énergie. Franchement, on devrait s'en inquiéter, parce que tout notre mode de vie repose sur une économie en expansion. Et si on continue à mener ces guerres, tout ça pourrait bien s'effondrer. Je pense que l'impact de ces guerres commence à dévaster l'économie américaine. Et je ne parle pas seulement de la guerre contre l'Iran, ou de la fermeture, voire des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Il y a aussi cette guerre sans fin en Ukraine, menée par procuration, et son escalade sous Trump, qui fait flamber le prix du pétrole. Ça contribue directement au prix très élevé du Brent en ce moment. Les attaques de drones contre les installations pétrolières russes, la pénurie de pétrole en Russie. Le public américain n'est pas informé que ces guerres menées par les néoconservateurs ont un impact sur ce qu'ils paient à la pompe, sur leurs préoccupations les plus concrètes, celles du quotidien. Et je pense que c'est là qu'un mouvement indépendant ou un troisième parti transpartisan pourrait jouer un rôle. Je pense que ce qu'un mouvement indépendant doit faire, c'est fixer des critères clairs pour les candidats et dire aux gens, ne votez pas pour eux s'ils ne respectent pas ces critères. C'est pour ça que j'ai dit que Kamala Harris devait perdre, parce qu'elle a soutenu le génocide. Le message doit être clair. Si vous soutenez ça, nous nous retirerons. Et il faut rester ferme sur ces principes. En fait, c'est un mouvement fondé sur des valeurs précises, qui refuse de tomber dans les manipulations de la guerre culturelle, celles qu'on utilise toujours pour diviser et pousser les gens à voter pour ces candidats pro-guerre, néolibéraux, inféodés aux grandes entreprises et manipulateurs. C'est ça que j'aimerais voir. Et j'aimerais vraiment que tu fasses partie de ce mouvement. C'est bien mon intention. Et d'où je viens, c'est de remettre en question toute cette idée selon laquelle la guerre serait une nécessité. La guerre n'est pas inévitable. Ce qui est inévitable, c'est la paix. Quand on commence à explorer la science des relations humaines, à voir les autres comme nos égaux, à comprendre que nous sommes tous liés, tous interdépendants, alors on change de regard. Il ne s'agit pas d'un monde unique, mais de comprendre qu'il y a partout sur la planète des gens comme nous. Ils ont les mêmes aspirations que nous, pour leurs familles, leurs proches, leurs amis, pour des communautés solides, un logement, une éducation, pour que leurs enfants puissent s'épanouir. Et quand on voit ces enfants, ces familles dévastées, massacrées en masse en Cisjordanie, à Gaza, au sud Liban et au-delà, au Yémen. De quoi s'agit-il, au fond? On est entré dans une époque qui détruit les fondements mêmes des lois censées protéger l'humanité contre ce genre de choses. Vous savez, quand on va au Congrès, tout autour de la Chambre des représentants, il y a les figures de grands législateurs, Moïse, Hammurabi et d'autres encore. Mais aujourd'hui, on est en train de vider de leur sens tous les principes moraux qui soutenaient ces lois. Et si on n'a plus rien de ce genre, eh bien, les gens finissent par justifier des massacres à une échelle que le monde n'a jamais connue. On se dit que ça ne pourrait pas arriver. Aussi, ça peut. En fait, c'est en train d'arriver là, maintenant. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été tués.
Et c'est difficile, je vous le dis. Je ne sais pas comment c'est pour vous, je peux l'imaginer. Mais pour moi, chaque matin quand je me réveille, il ne se passe pas un jour sans que je pense au fait qu'à ce moment précis, quelque part dans un autre pays, quelqu'un est tué avec des ressources qui viennent des États-Unis d'Amérique. L'Amérique doit changer sa position dans le monde. Nous devons essayer de devenir une influence bienveillante. Pas redevenir, mais devenir une influence bienveillante. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas. Des choses comme cette tentative de fusion entre les armées israéliennes et américaines seraient franchement un clou dans le cercueil de notre liberté et de notre souveraineté. Et cela nous mettrait sur une trajectoire qui ressemblerait à un remake du film Minority Report, ou quelque chose du genre. Oui, oui, comme si ce n'était déjà pas assez grave. L'article 219, c'est un cancer. Il faut empêcher ce cancer. C'est comme ça que je le vois. Et quand il sera adopté, tous les pires avertissements que Dennis Kucinich a lancés ce soir se réaliseront et nous en paierons le prix. Alors faites tout ce que vous pouvez pour éviter que ça arrive, pour empêcher ce cancer de s'infiltrer encore plus dans le corps américain. Dennis Kucinich, ancien représentant au Congrès, ancien candidat à la présidence des États-Unis, peut-être futur candidat, je ne sais pas, mais c'est certainement un vrai serviteur du peuple, un défenseur de la liberté. Merci d'avoir été avec nous sur The Grey Zone. Merci beaucoup, Max Blumenthal. Merci à tous ceux qui se soucient de notre pays. Merci à vous. Thank you.